Ce vendredi, la France affronte le Canada pour lancer sa Coupe du Monde. Et pour bien préparer le match, on vous a concocté un scouting professionnel de l'équipe du Canada. Qui sont-ils, comment ils jouent et qu'est-ce qu'il faut contrôler chez eux pour gagner? Alors pour faire un scouting complet, on commence par évaluer les statistiques et les forces en présence. On essaie de le faire sur une longue période, car peu de matchs veut dire peu de données et donc pas toutes forcément fiables. Mais en l'occurrence, ce Canada-là n'a que très peu joué ensemble, et a un nouveau coach, donc on devra s'en contenter. Pour le profil, c'est une équipe de NBAers qui jouent ensemble depuis peu. Ils ont les mêmes problématiques que les Américains, qui ne jouent quasiment pas ensemble avant une compétition. Donc ils appliquent plus ou moins la même recette. Un jeu athlétique, costaud, et comme ils n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer, ils font des choses très simples en attaque, et ils sont absolument incroyables en transition, ils poussent la balle tout le temps, ils vont beaucoup au rebond offensif, ils essaient d'aller chercher des paniers faciles en profitant de leur qualité athlétique. Alors si on regarde simplement les chiffres, sans le contexte, ils mettent 95 points de moyenne pour 89 encaissés, qui sont très loin des 83 français pour 71 encaissés. Et pourtant, les deux équipes ont exactement la même efficacité de 0,99 points par possession. Alors comment est-ce possible? Simplement parce que les Canadiens jouent beaucoup plus vite que nous. Donc, plus de possessions. 91 possessions contre 83. 8 de plus qu'ils vont chercher, notamment en prenant des rebonds offensifs ou alors en volant des ballons. Donc, il est primordial en numéro 1 de contrôler le rythme, d'imposer le nôtre. Ça veut dire beaucoup de replis défensifs, les empêcher de courir, et pour leur empêcher d'avoir des transitions, il faut aussi jouer longtemps, 24 secondes pour les faire travailler et couper leurs transitions avec des fautes si besoin. Le deuxième chiffre qui choque, c'est qu'ils perdent 5 ballons de moins que l'adversaire. Comment est-ce possible? Alors qu'on le verra, ils ne sont pas très agressifs. C'est parce qu'ils sont tout le temps actifs, avec les mains, ils cherchent à protéger la raquette et à utiliser cet outil, de voler le ballon, pour partir en transition. Et si eux en perdent moins, c'est parce qu'ils ont un jeu vertical, très direct, où il y a moins de prise de risque, et ça se voit dans leurs passes décisives. Ça va de pair d'ailleurs avec leur style, parce qu'ils font des passes décisives sur 21% de leur panier contre 30% pour leur adversaire. C'est un énorme delta, c'est presque 8 passes décisives de différence. Donc comment expliquer ça? En attaque, ça correspond à un jeu simple avec beaucoup de 1 contre 1 que l'on va voir en image juste après. D'ailleurs, si on regarde les play types, c'est-à-dire comment ils vont chercher leur panier, on voit qu'il y a également un petit pick and roll, un peu d'isolation, mais globalement c'est tout. Il y a beaucoup d'attaques, de 1 contre 1 et de passes pour obtenir des tirs. Parce que jouer son 1 contre 1, ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas collectif, et on le verra juste après. Mais également ça veut dire qu'ils coupent la raquette en attaque et qu'ils forcent à prendre des tirs à 3 points. L'adversaire en tire 34 en moyenne. Or la France en tire 23, beaucoup moins, et va chercher beaucoup dans la raquette. Donc là aussi la bagarre sera intense pour contrôler et essayer d'obtenir le plus de tirs facile dans la raquette. Les Canadiens vont nous gêner, mais on a le profil pour eux les gêner encore plus, pour les matraquer dans la raquette et s'ouvrir non pas des bons tirs, mais des très bons tirs. Le quatrième chiffre, c'est qu'ils vont mettre en difficulté la France sur le rebond offensif. L'équipe a été en difficulté jusque-là et les Canadiens dominent ce sujet. Ils en avaient par exemple pris 23 contre la République dominicaine. Et c'est dû à leur jeu, là aussi avec beaucoup de 1 contre 1 qui demandent des aides et déstabilisent les box-out. Ils nous battront forcément dans ce domaine, surtout que l'on risque d'aller plus au repli qu'au rebond offensif, pour limiter leur transition, tout est lié. Mais il faudra réussir à ne pas trop se faire battre au rebond et à contrôler cet outil essentiel du jeu pour ne pas leur offrir trop de deuxième chance. Et enfin, la dernière information importante, c'est qu'ils ont un 5 dont il faut absolument se méfier. Entre Shai, R.J. Barrett, Dillon Brooks, Kelly Olynyk et Dwight Powell, ils sont en moyenne à plus 10 en plus-moins sur le terrain dans les matchs de préparation. Et ils ont fait des matchs difficiles, contre les Allemands et contre les Espagnols notamment. Ensemble, ils sont à 55% au tir et 49% à 3 points, ils sont diaboliques d'efficacité quand ils sont ensemble, donc il faudra beaucoup limiter leur impact, parce que les autres 5, on le voit, sont beaucoup moins efficaces, et donc ça veut aussi dire qu'il faudra en profiter quand ils sont sur le banc. Alors passons tout de suite à qu'est-ce que ça veut dire en clip. Alors on a parlé de la transition comme outil numéro 1 d'attaque des Canadiens, on va le mettre en exergue avec ces clips-là, notamment celui-ci, on voit qu'il y a une vraie volonté de pousser tous ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, on a parlé du jeu collectif canadien. La première chose c'est ici il y a un rebond, on voit qu'il y a un décalage parce qu'il y a un joueur dominicain qui est derrière, donc on pousse tous, tout le monde court et tout le monde est dans les bons espaces. Il y a 2 joueurs sur les lignes de côté, 2 joueurs sur le prolongement de la raquette et un joueur au milieu. On pousse, et ici il va mettre en difficulté pour garder l'avantage qu'il avait du joueur qui était derrière. On voit qu'il y a un joueur qui est perdu, il y a un très bon écran qui est utilisé ici, le grand qui coupe, il le fait pour recevoir la balle, mais également pour gêner son défenseur et l'empêcher de venir intervenir.
Donc quand on a parlé de repli, c'est pas suffisant de juste revenir en arrière, il faut protéger la raquette. Là, on voit les deux Dominicains à droite de l'écran qui vont chercher leur joueur, ils protègent pas la raquette, alors que un de leurs coéquipiers a un retard sur Dwight Powell. C'est trop facile. Ça, il faut éviter, il faut se replier pour protéger la raquette. Parce que quand ils partent comme des avions de chasse, tous ensemble, on peut essayer de venir intercepter, toucher la balle, mais ils sont trop forts dans ça. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent depuis tout petit, qu'ils font beaucoup. Et puis dès qu'il y a un décalage, qui joue un petit peu la carotte, en l'occurrence ici Dwight Powell, ils sont déjà trop athlétiques sans l'avantage, alors avec un avantage, c'est beaucoup trop. On va voir également RJ Barrett qui attaque beaucoup à gauche, mais ce qui est intéressant ici quand on parle de se replier dans la raquette, c'est d'être sous la balle aussi. Là on voit que Joel Para, il est un petit peu en retard sur son aide, ce qui permet à Barrett de passer sur sa main gauche. Et là on va voir un deuxième clip avec William Gomez qui va se mettre sous la balle, pour le coup, venir gêner le drive d'RJ Barrett, protéger la raquette, et là, par contre, vous voyez, on provoque une balle perdue. Qu'est-ce qu'on fait quand on protège la raquette, par contre, et qu'on est en retard? On va voir ici l'exemple de Dwight Powell qui est dans la raquette, qui force le défenseur allemand à venir, et comme on a un très bon spacing, l'autre joueur à l'opposé est tout seul. Et c'est ça qui est très important à noter sur l'équipe canadienne, et Vincent Collet l'a dit, c'est pas parce que il y a beaucoup d'individualités qui ne jouent pas bien ensemble. Là, c'est exactement la même chose. Schroeder fait un pas de trop pour venir gêner Dwight Powell, qui avait pris un demi-pas d'avance. Ils le lisent, ils font la passe. Ils font des choses simples, mais ils jouent très bien ensemble avec un très bon spacing. Et puis dans la transition, quand on a arrêté le premier mouvement, c'est pas fini parce qu'ils n'ont absolument pas peur de tirer en transition quand ils sont tout seuls. Il y a des très très bons shooters dans cette équipe. Et donc quand on replie, c'est là où il faut utiliser des fautes pour les empêcher d'obtenir des tirs ouverts faciles, comme ça c'est des tirs faciles pour eux. Et bien sûr, des tirs ouverts, on est déstabilisé, ça ouvre également des rebonds offensifs, on l'a dit, c'est une autre clé du match pour les Français. Alors on a beaucoup parlé de leur jeu de 1 contre 1, et on va voir qu'ils font énormément de drive and kick, c'est-à-dire j'attaque, je passe, j'attaque, je passe. Souvent, il n'y a pas d'écran dans leur système, c'est simplement j'attaque, il y a une aide, et en fonction, je fais une passe. Vous voyez ici Lou Dort qui passe de l'autre côté pour libérer l'espace à son coéquipier pour qu'il attaque. Ça c'est très important, tout le monde joue bien ensemble. On attaque, on réécarte, on voit ici Kelly Olynyk qui attaque, Dillon Brooks il s'écarte pour laisser la place à Olynyk de sortir. Il y a Schroeder qui est un peu trop fort sur Shai, Gilgeous-Alexander qui peut couper et aller marquer. Ils jouent bien ensemble. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses compliquées, de système, ils réattaquent dans l'espace, ils coupent, ils viennent se replacer, Lou Dort en soutien, son coéquipier n'a pas pu attaquer, il peut récupérer pour lui s'offrir un tir. Quand on leur met un peu trop la pression, même dans des systèmes, ça leur fait pas peur d'attaquer parce qu'ils ont les bons espaces. Puis ensuite, quand on protège pas assez la raquette face à eux, ça va chercher des paniers faciles. Et puis si jamais il y a des aides qui viennent parce qu'on a trop peur de leurs individualités, alors ils n'ont pas peur de passer la balle parce que l'autre a un avantage pour réattaquer, profiter de cet avantage pour aller obtenir des tirs. On va mieux le voir ici sur cette situation parce qu'on a une aide forte de Juan Hernan-Gomez sur Shai Gilgeous-Alexander, un stunt. Kelly Olynyk est tout seul à 3 points, Joel Para, le défenseur de Dwight Powell, vient aider. Et Dwight Powell, de manière très intelligente, il va donner encore plus d'avantages à Dillon Brooks, plutôt que de rester avec Para, il va poser un écran sur le défenseur de Dillon Brooks. Donc cette première aide qu'on donne pour empêcher ce jeu de drive and kick, ils sont également capables de la punir avec une bonne compréhension du jeu et un bon spacing. Puis il y a un système qui joue beaucoup, qu'il est important de connaître, avec un main à main, écran dans le dos. Et c'est intéressant pour nous parce que la France, en l'occurrence, est une équipe qui protège beaucoup la raquette, qui a beaucoup de dissuasion défensive, notamment avec Rudy Gobert. Et donc ces drive and kick, entre guillemets, c'est un peu plus difficile de les faire quand on sait qu'on a Rudy Gobert qui vient aider. Donc ils ont besoin de faire autre chose. Ici, en l'occurrence, on va décrypter le système avec un main à main. Là, on voit que normalement, on doit faire la passe à Shai Gilgeous-Alexander, qui est coupé de la balle. Kelly Olynyk est censé faire un écran sur Shai quand il a la balle. Là, quand il voit qu'il est coupé, il va venir lui poser un écran sur lui pour le libérer. Comme on est en retard sur ces écrans-là, on fait souvent un changement défensif, mais ça veut dire que Kelly Olynyk qui pose bien son écran n'a personne entre lui et le panier. Donc il va venir couper de manière très intelligente, il y a une aide qui vient. C'est le même principe que dans le drive and kick, mais dans le système, on trouve le joueur tout seul. Là, on va voir l'évolution, encore main à main, passe. On a Dwight Powell qui vient à l'écran, mais une autre solution, c'est de faire la passe. On a un back pick, on peut obtenir
un lay-up si c'est mal défendu, en l'occurrence ici il passe en dessous, ça c'est très bien, mais par contre on est un peu en retard sur le post-up, on est un peu obligé de donner des aides, on envoie la balle à l'opposé sur Dillon Brooks qui est tout seul, il peut tirer, mais il a Dwight Powell dans le post-up, il lui donne la balle, ils sont en retard, donc il fait semblant de poser un écran, c'est la fin de possession pour ensuite venir couper. Il monte un peu sur Kelly Olynyk parce que c'est un shooter, ce qui ouvre l'espace à Dwight Powell. Ils jouent vraiment très très bien ensemble et sur ce système-là, il y a plein d'options. On peut passer la balle directement au grand, faire un main à main, un écran et là on ouvre la main gauche de RJ Barrett. Il est très dangereux, on est un peu trop haut en l'occurrence sur la protection, donc on ouvre une passe. Là, on coupe la passe encore une fois, on essaie de faire le main à main, on peut pas, il fait un écran, tout ça on l'a déjà vu. S'il y a une aide forte sur la coupe, par contre, tout à l'heure, on avait eu un alley-oop pour Dwight Powell. Ici, on a un 3 points de Kelly Olynyk. Puis on va voir deux autres options encore pour montrer qu'ils ont fait beaucoup de choses sur le même principe. Le main à main, on peut pas, on fait l'écran, on peut attaquer le pic, mais ici, il passe en dessous. Donc on a un tir ouvert pour Kelly Olynyk, qui est un très bon shooter. Puis la dernière situation, passe. Pour le coup, on peut faire le main à main, feinter, attaquer à l'opposé de l'écran pour Gilgeous-Alexander. Ça ouvre encore plus d'espace quand on attaque à l'opposé de l'écran. On ouvre encore un tir. S'ils font pas de 1 contre 1 et qu'ils font pas ce système, il est très très probable qu'ils fassent un écran au milieu. Et nous, en l'occurrence, on défend beaucoup en protection, donc on vous a réservé des clips où ils défendent en protection. Et on voit ici qu'on a mis 2 joueurs côté où Shai Gilgeous-Alexander va attaquer, simplement pour qu'il puisse aller faire un snake, c'est-à-dire aller se mettre dans l'espace libre, qui est à l'opposé, face à Daniel Theis. Ici, Dillon Brooks s'écarte bien, l'aide est obligé de reculer, il attaque Daniel Theis. En l'occurrence, il aurait pu donner la passe à Dwight Powell, mais il y a une bonne aide de Voigtman. Mais Gilgeous-Alexander, il voit tout, donc il va aller chercher Kelly Olynyk. On voit qu'il y a un joueur qui vient couper la ligne de passe vers Barrett, et Voigtman qui revient, mais qui va essayer lui de venir vers Barrett. Donc l'espace, il est où? Il n'est pas vers Barrett, puisqu'ils sont tous là-bas, il est plutôt à l'opposé, à contre-pied de la défense. Comme le joueur de Dillon Brooks vient en aide, il n'y a absolument personne, et il lui ouvre un tir à 3 points. Ça c'est magnifique, et ça part encore de choses très très simple, juste un écran au milieu, une protection. L'idée de la protection, c'est de pas trop donner d'aide, c'est ce qu'on fait, mais ils ont tellement des forts attaquants qui peuvent aller au contact, ça sera un vrai défi pour nos postes 5 de les empêcher d'aller scorer facilement. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner trop d'aide sur les protections, comme c'est le cas ici. On voit qu'en plus, ils font un écran comme celui de tout à l'heure pour éloigner l'aide que donner encore plus d'espace à RJ Barrett pour tirer. On va voir un autre écran milieu, ici, la protection. On donne de l'aide pour couper le rôle de Dwight Powell, qui sinon est tout seul. Nous, on va essayer d'éviter ça, parce que justement, ça donne des tirs ouverts ou des réattaques pour des paniers. Et dans ça, c'est exactement ce qu'ils aiment faire. On l'a vu dans le drive and kick, on l'a vu sur le pick middle. Et on veut essayer d'éviter de donner ça, parce qu'après, ils se retrouvent à être dans quelque chose dans lequel ils sont très à l'aise. Donc, un peu moins d'aide, ça veut dire que ça va demander un peu plus de travail au poste 5 pour essayer d'éviter ce jeu à 2 là qu'on a vu beaucoup. Puis on vous a aussi mis cette séquence-là qui ressemble au end-off, back pick. Mais en l'occurrence, il y a un écran au milieu. Et ce qui est très intéressant, c'est comment on a feinté de donner une aide pour venir ensuite se mettre sur la ligne de passe. Puis quand on a des grands qui peuvent contenir et à la fois le drive et à la fois le alley-oop, eh bien on peut se permettre de ne pas trop donner d'aide, en tout cas de feinter d'y être pour ensuite se jeter sur la ligne de passe et intercepter. Et puis on a également une option sur un système pour Lou Dort, le buffle, qui est assez intéressante parce qu'on va faire semblant de jouer un écran d'un côté pour faire venir les aides, comme on a vu tout à l'heure, et ensuite renverser pour attaquer cet espace libre. On l'a déjà vu sur les drive and kick, mais ils le font sur cet écran sortant, justement pour permettre à Lou Dort d'attaquer, parce que c'est un buffle, même si en l'occurrence, ici il est tombé sur un mur, il le fait beaucoup, et nous il va falloir qu'on donne pas trop d'aide. Ici là, Wagner s'était adapté, donc il l'a bloqué, il l'a empêché d'obtenir quelque chose de facile, et après on se retrouve par contre dans un drive and kick qui est pas bien exécuté, mais c'est ça qu'on veut. Et on a également vu des sorties de temps mort intéressantes de Jordi Fernandez, donc on va vous en montrer quelques-unes, notamment sur des touches, avec ici un écran dans le dos pour Shai Gilgeous-Alexander. Ici, il faut être clair, en l'occurrence, c'est peut-être plus pratique de changer si on est perdu ici avec le main à main comme ça. On ouvre un tir ouvert à un joueur qui est beaucoup trop dangereux. Ici, la passe pour attaquer la ligne de fond, et puis la bonne vieille, je fais semblant de repartir pour que le défenseur se relâche et je rattaque à l'opposé. Celle-ci,
Elle est vieille comme le monde, mais elle est toujours aussi efficace. Et puis on a ce système-là qui ressemble à celui qu'on avait montré tout à l'heure, le backpick. Ils l'avaient fait contre les Dominicains, ils l'ont fait aussi contre les Espagnols, qui, même eux, se sont plantés, n'ont pas changé et ont ouvert un panier facile. Alors passons aux joueurs, rapidement. Et on va commencer par Shai Gilgeous-Alexander, qui est la star de l'équipe. Il a un usage rate de 33% sur les matchs amicaux, qui est énorme. Il a fait des pics à 8 fautes provoquées, c'est un vrai ball dominant scorer, c'est lui la cible. S'il performe moins, la performance de l'équipe est affectée. Il attaque énormément le cercle, pour lui mais pour les autres, mais il est également très dangereux à 3 points. On a l'impression que c'est facile pour lui d'aller au cercle, on n'a pas l'impression qu'il force. Là il est face à Dario Brizuela, qui est peut-être pas forcément le meilleur défenseur, mais il va aller jusqu'au cercle avec une facilité déconcertante. Là c'est face à Alberto Diaz, pour le coup il n'est pas un manchot en défense. Là pareil, avec des appuis décalés, des changements de rythme, il maîtrise à la perfection les changements de rythme. Là il est face à un grand, il l'attaque au milieu, il provoque des fautes, il va beaucoup sur la ligne, et ça forcément c'est des points faciles, quelque chose qu'on veut éviter. On préfère l'envoyer à gauche, mais le problème c'est qu'on a également peur de son tir, donc si on se rapproche trop de lui quand il fait son changement de main, après il va provoquer des fautes. Il est très malin dans ça, il a les mains actives, il a un très bon tir à mi-distance, même si là il est un peu loin pour ses standards, il a plutôt tendance à aller chercher des tirs dans la raquette, à l'entrée de la raquette, ici notamment sur des snakes, quand le défenseur est un petit peu trop bas. Ça c'est quelque chose qui va pouvoir arriver avec nous, notamment avec la défense de Rudy Gobert. Puis s'il y a des changements défensifs, il les attaque, il fait passer le défenseur se mettre très bas pour ensuite s'arrêter sur son tir. Il tire un peu plus souvent quand il est sur sa gauche que quand il est sur sa droite, mais il est capable de faire les deux. Il est très complet, il a beaucoup d'expérience, c'est un sacré joueur. Et puis il l'utilise également dans le post-up, on l'a vu un petit peu de manière détournée tout à l'heure. Il faudra nous mettre des défenseurs costauds sur lui, parce que si jamais c'est pas le cas, on est obligé de donner un petit peu trop d'aide, et après il y a des tirs ouverts, ou alors il provoque des fautes, comme c'est le cas ici. Il aime bien sur les post-up aller trouver son turnaround main droite, il l'a fait plusieurs fois sur Dennis Schroeder. On l'envoie dans l'aide, mais lui, ça l'intéresse pas l'attaquer sur les post-up. Il préfère aller chercher sur ce tir à 3-4 mètres sur lequel il est très efficace. Et puis si jamais vraiment l'aide vient plus haut, alors il est malin pour aller provoquer des fautes. La pierre angulaire de l'équipe, le chef d'orchestre, il est au poste 4. Il est à l'aise dans le post-up, notamment on va le voir ici où ils vont le jouer une fois. Pour lui, il se met face au jeu, puis dans ça, il est très à l'aise pour aller obtenir des tirs à mi-distance. Il ne va pas se rapprocher des défenseurs qui sont souvent plus costauds que lui. Lui, il profite de sa taille, mais également de sa mobilité pour venir gêner, attaquer là où il y a l'espace libre, provoquer la faute. Il est également très malin, tout comme Shai. Et puis, il ne faut pas lui laisser des tirs ouverts sur des sorties d'écran ou sur des pick and pop. On vient un peu trop aider parfois. Lui, il vient sanctionner, même après des réattaques. Il a beaucoup de talent. Quant à RJ Barrett, c'est peut-être le plus efficace de tous les joueurs. Il a 1,24 points par possession, 65% au tir et 53% à 3 points. C'est un vrai high usage guard. Il est très costaud, par contre, il attaque uniquement à gauche et le ratio assist-turnover est catastrophique à 0,6. Il joue pour lui. Donc on peut donner des aides et on peut essayer de l'envoyer vraiment à droite. On va commencer par voir une première action où il va jouer un post-up. Et là, quand on ne donne pas trop d'aide et qu'on a un défenseur qui est moins costaud que lui, il va l'enfoncer. Et il a une vraie capacité absolument incroyable, même en déséquilibre, à mettre le ballon dans le panier. Il attaque à gauche dans toutes les circonstances, même quand on essaie de l'envoyer à droite, quitte à aller un peu plus loin pour aller finir des finitions sur des flotteurs. Ça fait penser un peu à Fabien Causeur dans son jeu qu'on avait étudié dans la vidéo pour construire ses armes dans le 1 contre 1. Il va chercher vraiment loin et il a développé des vraies habiletés, des vraies finitions à gauche. Lui, c'est le vrai scoreur de l'équipe. Pas forcément le poumon, mais celui qui va être très dangereux et sur des séries peut vraiment faire très mal. Toujours à gauche, il faut essayer de l'envoyer à droite le plus possible. Sur des situations de transition, comme c'est le cas ici, si on se recule un petit peu trop et qu'on lui laisse choisir où il veut attaquer, lui, il va les marquer toujours avec beaucoup de facilité. Par contre, on va avoir 3 séquences face à l'Espagne qui sont plus intéressantes, où on voit ici, on essaie vraiment de l'empêcher d'aller au milieu, et en plus on a une aide qui est prête. Alors après, il faut assurer le rebond offensif, c'est un peu le problème si on se jette au contre sur lui. Et là, on voit Juan Núñez qui bouge ses pieds, qui essaie de l'envoyer à droite, et à droite, il va forcément tirer. Il va pas aller finir, et on est plus à l'aise si on est le staff de l'équipe de France, si RJ Barrett il prend des tirs compliqués à droite, parce que de toute façon on sait qu'il va pas faire la passe, plutôt que d'aller au cercle
à gauche. Et puis on va terminer avec Lou Dort, le buffle dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'il est dangereux à sa façon, il y a tellement d'attention qui est portée sur les autres, que lui, il a cette capacité d'exploser pour aller au cercle face à tout le monde. Je pense que c'est celle-là l'action la plus incroyable. Il saute, il passe avec une facilité folle, il est costaud, il faut se reculer sur lui, ne pas trop lui donner d'espace et essayer de protéger la raquette le plus possible. Quant à la défense, les principes, ils sont plutôt très simple. La première chose, c'est qu'ils ont beaucoup les mains actives. Ils sont sur les lignes de passe, ils essaient de protéger la raquette, ils prennent pas trop de risques, contrairement aux Américains qui font beaucoup de changements défensifs pour être intenses. Eux pourraient être plus intenses, mais ils choisissent de protéger la raquette, de laisser les tirs à 3 points, on l'a dit, d'être denses ensemble. Puis il y a Lou Dort et Dillon Brooks qui sont pour le coup eux beaucoup plus agressifs, qui vont essayer de mettre les mains, qui seront en mission sur Nando De Colo et sur Evan Fournier très probablement. Donc il faut rester discipliné, on l'a dit, pas se jeter, pour essayer d'empêcher de leur ouvrir des transitions, travailler dans la raquette, faire venir les aides, mais on va pas dans la raquette pour tirer parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'aides qui vont venir, ils vont essayer d'être actifs avec les mains pour nous voler des ballons. Non, pour le coup, il faut attaquer avec cet esprit d'aller chercher à l'opposé, de swinger la balle. On sait que Vincent Collet, il parle beaucoup d'attaquer d'un côté pour renverser de l'autre, être dangereux, et à la fin de la possession, on va avoir des tirs. On va les avoir tôt dans la possession, mais nous, ce qu'on veut utiliser, c'est les tirs plus tard. Pour être plus complet sur la défense, il faudrait présenter tout ce que fait la France et comment potentiellement le Canada va pouvoir défendre sur nous, mais c'est un petit peu compliqué, ça demanderait beaucoup plus de temps, c'était pas l'esprit de la vidéo, juste de vous présenter un petit peu les principes défensifs de ce qu'ils vont faire et de ce que l'équipe de France doit faire pour s'imposer. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura intéressé par rapport au match, mais également qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le Canada et que vous allez regarder ce France-Canada avec des yeux un petit peu différents. On essaiera de se faire un petit débriefing pour voir ce que les Français ont bien fait sur le match face au Canada, en espérant forcément une victoire, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao!